Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 82. Cette semaine, on discute du nouveau contrat de Lewis Hamilton qui le lie avec Mercedes jusqu'en 2023, de l'annulation du Grand Prix d'Australie et peut-être le Japon qui sera en danger. Et on va discuter de réglementation moteur en Formule 1 pour 2025. Alors bonjour ou bonsoir, peu importe où vous êtes, bienvenue à ce nouvel épisode de la balado du podcast du Bulletin GP. Je suis très content de vous avoir, mais avant tout, on a été frappé par une très mauvaise nouvelle en fait. L'ancien pilote de Formule 1, Carlos Reutemann, nous a malheureusement quitté à l'âge de 79 ans, donc mercredi. Alors Reutemann... qui avait souffert d'une longue maladie en fait, avait remporté 12 grands prix en fait et a été sacré vice-champion du monde en 80. Il a roulé entre autres pour Ferrari, Williams, Brabham et bien d'autres, en plus d'avoir fait un peu son tour dans d'autres catégories sportives. Alors, naturellement, on voudrait offrir toutes nos sincères condoléances à la famille et aux proches de Carlos Reutemann, qui sera énormément manqué par non seulement l'univers de la course automobile, mais aussi parce qu'il a été politicien en Argentine. Donc, la classe politique aussi en Argentine pleure aussi son décès. Alors, on va commencer l'épisode et j'accueille une revenante en fait. Salut Anna Maria. Oh, salut à tous. Oh, ça va? Oui, ça va bien, toi. J'avais muté mon micro. Ouais, je pense que tu avais oublié. Ouais, ce sont les vacances. On te pardonne. Et, ouais. Et quelqu'un qui est là depuis un bon moment. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va bien. Un petit orgelet peut-être, mais ça va bien. ouais, un petit orgelet, mais aussi, j'espère que tu ne pleures pas parce que c'est 1-0 pour le Lightning de Tampa Bay contre le Canadien en finale de la Coupe Stanley. Je suis indifférent, disons. Il est indifférent, d'accord. Ben, écoutez, peut-être qu'on va annoncer le vainqueur de la Coupe Stanley aujourd'hui pendant qu'on débat sur les sujets. D'ailleurs, le premier, on va commencer un peu facile. C'est le nouveau contrat de Sir Lewis Hamilton qui le lie avec Mercedes jusqu'en 2023. Alors, comme vous le savez, Hamilton avait prolongé son contrat pour cette saison, en fait. Il y a eu évidemment cette fameuse saga concernant son contrat à la fin de la saison dernière et même un peu au début de l'année. Jusqu'à ce qu'on annonce qu'il prolonge son contrat. Et évidemment, il allait être agent libre à la fin de la saison si on allait avoir la même situation. Mais finalement, ça s'est réglé un peu plus tôt que prévu, même avant même la mi-saison, je dois dire. Alors, je voudrais avoir votre opinion sur cette prolongation de contrat et je vais commencer avec Anna Maria. Oui, et je pense que au moins c'est une bonne chose qui t'est résolu tout de suite, pas traîner avec de longtemps comme la dernière fois qu'on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais je trouve aussi que Hamilton il prend la chance aussi parce qu'on ne sait pas si Mercedes il va continuer être le champion jusqu'à 2023. Mais je pense que lui a quand même été on dirait, valiente. Ouais. Parce qu'après quand même jusqu'à 2023, ça veut dire qu'il va y avoir les changements de réglementation et maintenant il se retrouve dans les moments où Red Bull commence à prendre le dessus et
si Red Bull prend les dessous, je pense que ça va rester pour un bout. Ouais, parce que il faut pas l'oublier aussi. À la saison 2023, Hamilton aura, en fait, même 2022, ce sera la 10e saison de Hamilton avec un Mercedes, et en 2023, ça va faire 10 ans qu'il est avec l'écurie. Donc, c'est quand même une belle preuve, évidemment, de loyauté en fait pour Hamilton. Il va approcher aussi à peu près la quarantaine. Ouais, d'ici à 2023. Ouais, il va avoir 38 au début de la saison 2023. Donc, Ouais. c'est ça. Moi, je pense qu'il est encore capable. Et toi, Marc-André, qu'est-ce que tu penses de la prolongation de contrat de Lewis Hamilton? Je pensais qu'il allait prolonger ses contrats d'1 an jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite. Finalement, il m'a un peu surpris avec un contrat de 2 ans parce que on sait pas encore ce que va être la Formule 1 avec les nouvelles réglementations. Donc, je m'attendais à voir un Lewis Hamilton un peu pas distant, mais pas trop sûr de ce qu'il voulait. Mais finalement, il semble savoir où il veut aller et c'est continuer en Formule 1, continuer sa passion, continuer tout ce qu'il a déjà fait avec Mercedes, à voir si justement Red Bull va réussir à prendre le dessus sur cette écurie qui domine depuis des années, avec un pilote qui domine depuis des années. Et c'est normal, je crois, pour les deux parties de continuer l'aventure ensemble. Je n'aurais pas vu Hamilton ailleurs. Je crois que lorsqu'Hamilton va quitter la Formule 1, ça va être pour de bon et il n'ira pas avec aucune autre écurie. Parce que il y a un sentiment de loyauté aussi entre Mercedes et Hamilton. On parle souvent que la Formule 1 peut être un cercle assez dur où tout peut arriver, des coups bas peuvent arriver assez rapidement, mais dans le cas d'Hamilton, je crois qu'il y a un certain respect qui s'est installé et tout ça se marie très bien entre les deux parties. Maintenant, ça se peut que ça allait moins bien dans les prochaines années. Et visiblement, ça ne dérange pas Hamilton de peut-être devoir travailler très, très, très dur pour aller rejoindre Red Bull si cela continue comme ça. Un autre point, je crois qu'il pense peut-être que avec le départ d'Honda, peut-être que Red Bull va prendre un petit pas de recul aussi. C'est peut-être sur ça qu'il mise, de voir qu'une voiture comme Red Bull pourrait pas continuer sans son motoriste. Est-ce qu'on sait qu'ils vont prendre l'ADN du moteur, ils vont le reconstruire, disons, dans leur usine. Donc, c'est un procédé qui est différent. Ça se peut que ça tombe à l'eau pour Red Bull puis que ça fonctionne pas très bien. Chose qui devrait pas arriver. Mais quand même, on est dans l'inconnu chez pas mal tout le monde dans le cas de Red Bull. Donc, j'ai hâte de voir ce que Hamilton va faire de tout ça. Ouais. Et il y a une question que j'ai envie de vous poser parce que on le voit cette année, on le voit depuis 2 ou 3 ans même. On voit une nouvelle génération de pilotes arriver. Évidemment, on a Max Verstappen, mais on a aussi Lando Norris, Carlos Sainz et possiblement peut-être son futur coéquipier George Russell. Donc, est-ce que d'ici pour 2022 et 2023, ce sera Hamilton contre la nouvelle génération? Est-ce que Hamilton voudra prouver que à 36, 37, 38 ans, il va être encore au sommet de son art contre de jeunes pilotes qui sont en train de prouver leur valeur. On le voit déjà avec Verstappen, qui mène le championnat actuellement. On le voit avec Lando Norris qui a une progression exceptionnelle. Carlos Sainz qui fait du travail plus qu'honnête même. Et peut-être même George Russell qui pourrait devenir le futur coéquipier de Lewis Hamilton et peut-être même la tête d'affiche de Mercedes. Anna Maria? Mais je prends pas chance parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça va se passer avec Mercedes, mais le fait que Hamilton y a pris son contrat, je ne sais pas, ça me donne un petit peu la sensation de que Bottas y va rester un petit peu plus. Parce que
Toto Wolff ici depuis longtemps et cette année il était comme un peu fâché avec Russell, même s'il dit que toutes les choses vont bien. Je pense pas que si lui il met pas Russell, il est pas mis cette année, mais pourquoi il va le mettre l'année prochaine? Il a pris beaucoup plus de temps pour attendre de Russell et je sais pas si c'est pour vrai qu'il attend son temps ou c'est juste parce que il veut pas. Et surtout aussi, si je peux apporter aussi un argument, c'est que Mercedes ne veut pas avoir, évidemment, si Mercedes décidait de promouvoir George Russell de Williams vers Mercedes, il ne veut pas avoir le même scénario qu'ils ont connu avec Hamilton et Rosberg, parce que surtout avec 2022, on ne sait pas quelle sera la tangente, qui va dominer. Je pense que le fait d'avoir Hamilton, un pilote hyper expérimenté, contre un jeune pilote, bon, on sait, il a déjà 3 saisons derrière la cravate, mais qui va arriver avec évidemment une nouvelle génération de voitures, ça peut être parfois compliqué à s'adapter. Pues, je pense que ça va être compliqué à gérer aussi, surtout dans le fait que maintenant, cette année, Mercedes n'y amène pas. Mais que maintenant, où il sait que Bottas il fait le travail. Quand ils ont besoin de lui pour aider Hamilton, lui est là. Mais quand ils ont besoin de lui, comme la dernière course, quand ils ont besoin de lui, juste pour marquer les points, pour aller à l'avance, ils vont l'envoyer devant Hamilton et ça fait la job. Mais à la place avec Russell, c'est un jeune et il a envie de montrer son talent, fait que ça, je pense que ça coince un petit peu les choses, parce que les gens, oui, ils disent, oui, je vais aller, je vais faire le travail, mais autre chose, c'est quand ils sont dans la voiture, ils n'aiment pas ça de se faire dire de quoi faire. On l'a vu avec Leclerc, Ferrari, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ben, ça n'a pas marché, mais dans Ferrari, ils ne voulaient pas que ça marche non plus, mais tu sais, ils n'écoutent pas, ils ne reçoivent pas de ordre. La première chose qu'ils vont dire, non, je fais mon travail, je ne me fais pas dire à quoi faire. Ouais, mais c'est ça, je pense que, tu vois, le fait d'avoir Hamilton, contrairement à Ferrari, parce que ce sont évidemment 2 situations différentes, mais je pense que avoir Hamilton dans leur rang pour justement motiver les troupes aussi, parce que c'est pas seulement évidemment conduire la voiture, c'est guider l'équipe dans ce processus. Et Hamilton est passé à travers évidemment plusieurs changements de génération de voitures. C'est sûr que, par exemple, entre 2008 et 2009, je pense entre autres à ça, la transition vers des voitures un peu plus simples en matière d'aérodynamisme chez McLaren, ça n'a pas été hyper facile, mais il est parvenu à gagner 2 courses au cours de la saison avec une voiture qu'il qualifiait au début de bateau parce que c'était lourd. Alors, un pilote comme Hamilton, peut-être avec justement un jeune comme Russell, ça pourrait être une bonne idée pour faire, en fait, le passage, le passage du témoin, en fait. C'est-à-dire, Hamilton va apprendre les rudiments de mener une équipe de cette envergure. Je sais que Russell le fait avec Williams et on s'entend, Williams c'est pas une équipe qui est jeune, c'est une équipe hyper légendaire. Mais arriver avec une équipe qui a un peu plus de budget, sans vouloir évidemment niaiser Williams, mais avec une équipe différente, un mode, une éthique de travail différente, ça peut aider, par exemple, la jeune génération aussi. Donc, je vois le contrat de Hamilton comme étant c'est une bonne chose pour lui, pour pouvoir continuer à aller chercher ce fameux 8e titre, mais c'est aussi bon pour Mercedes qui veut
peut-être assurer une succession harmonieuse. Marc-André, tu veux répliquer à ça? Tu m'as vraiment fait une passe sur la une passe sur la palette, pardon, c'est vraiment ça que je vois. Pour ma part, je le dis depuis longtemps, il faut absolument que tu apportes Russell dans ton écurie en même temps qu'Hamilton. Pourquoi? Parce qu'Hamilton, c'est un gagnant. Il va pouvoir montrer à Russell comment gagner et c'est par là que tu vas faire de Russell un champion du monde un jour. Bon, est-ce qu'il faut absolument ça? Peut-être pas, parce que Russell est un excellent pilote, c'est un gars très mature, c'est un gars qui a soif de victoire, mais en même temps, le passage entre 2021 et 2022, enfin, va être important et ils ne devront pas le rater. Ouais. Donc, pour moi, la signature de 2 ans d'Hamilton vient un peu confirmer que Russell va être dans la voiture l'an prochain, parce que sinon, je crois que si, je sais pas, Mercedes avait dit à Hamilton, bon, on pense peut-être garder Bottas, je crois qu'il aurait signé pour 1 an. Pourquoi? Parce que ça lui donne une petite dernière année de confort, de se dire, OK, bon, je vais essayer de tout donner dans cette année-là pour aller chercher mon fameux 8e titre, en étant confortable avec Bottas. Alors que là, ce qu'on voit, c'est un Hamilton qui se met dans une position qui est non favorable, parce que quand tu regardes la position de Mercedes actuellement, ils ne sont pas premiers. Ils ne vont sûrement pas être premiers à la fin de l'année. Et on ne sait pas ce qui va se passer pour la suite. Ouais. Donc, il est déjà il dans pas sûr non plus quand il a signé, hein, parce qu'il s'attendait à que Mercedes continue à performer. On l'a vu, Hamilton, après la qualif, il était dans l'auto, la tête enfoncée, comme en disant, regarde. Et moi, je pense que ça prend Qu'est-ce que je pouvais pendant les 3 prochaines années? Ça prend du sang neuf dans cette écurie. Le passage Bottas vient, je crois, alourdir l'écurie avec Mercedes. Je crois que ça donne pas une belle énergie. Et justement, de sentir là, le petit vent frais que Russell va y mettre sous les pieds, je pense que ça peut être bon pour Hamilton pour continuer à se motiver, à se dire, OK, regarde, je veux montrer à Russell que j'ai quelque chose à prouver, alors qu'avec Bottas, ben écoute, il ne performe plus en ce moment. Il n'est plus une source de motivation, je crois, pour Hamilton. Même si Bottas a terminé 2e à la dernière course, puis Hamilton 5e, bon, on sait qu'Hamilton a eu des problèmes avec sa voiture, donc tout s'explique. Je vois une tangente de se dire, OK, bon, c'est un peu trop facile avec Bottas. Je pense que Russell pourrait venir aider le tout. Puis, le prochain grand pilote de Mercedes, on va s'entendre, c'est Russell. Pourquoi le mettre dans la gueule du loup sans l'accompagner et avoir un support comme un gars comme Hamilton qui est assez mature, assez d'expérience pour ne pas se chamailler pour rien? Parce que je ne pense pas que l'énergie entre Russell et Hamilton est le même que entre Rosberg et Hamilton. Ouais, parce que Rosberg et Hamilton, c'était une vieille rivalité déjà à la base. Oui, il y avait déjà des traces qui étaient bien, il y avait déjà des blessures du passé, alors qu'entre Russell et Hamilton, c'est un mentor et une jeune recrue que je vois en ce moment. Donc, j'ai hâte de voir. On sait pas qu'est-ce qui se passe parce que on dit ça au froid, mais autre chose, on voit Hamilton, il est très sympa quand il n'y a pas de problème, ça ne le dérange pas, mais quand ça commence à le pousser, je pense pas que c'est la même énergie. On le voit réactionner à chaque Grand Prix. Et lui disait, je voudrais avoir la bataille avec Verstappen, comme en disant c'est trop facile, que je voulais me battre avec quelqu'un, et maintenant il se bat avec quelqu'un, et c'est pas facile. Maintenant il est pas fier de ça. Lui est pas fier de ça. Ouais, mais c'est ça qui motive Hamilton. Et en plus, ça peut changer, hein, parce que si Hamilton finit sa session, il dit, en tout cas, non, moi, je lâche tout, j'ai mon 7e, ça l'empêche pas casser le contrat non plus. Il a signé, mais ça peut changer. Regarde, Rosberg est parti. Ouais. Moi, je croyais que Hamilton, son but, c'était de gagner cette année, du moins. Oui, c'est comme ça. À chaque année.
et ensuite quitter. C'était un peu la manière dont je voyais la suite des choses pour Mais Hamilton. ça, c'est compliqué. Présentement, ça se complique. Donc, j'ai l'impression qu'il est en réaction à se dire, OK, je dois absolument avoir ce 8e titre pour montrer enfin aux gens la statistique de regarde, je suis le pilote le plus titré. Et ça, je crois que ça se fait uniquement parce que Verstappen en ce moment est extraordinaire. Il pilote comme il n'a jamais piloté. Il a une voiture absolument extraordinaire également. Donc, ça force Hamilton à se questionner sur son futur et à se dire, si je veux mon 8e titre, premièrement, je vais devoir travailler très fort, mais également, je vais devoir signer un contrat de 2 ans pour potentiellement me donner plus de chances et m'enlever un peu la pression de la presse qui dit, est-ce qu'Hamilton va prendre sa retraite ou il va rester? Là, ce qu'il fait, en fait, c'est envoyer une petite pichenote à la presse, dire, regarde, j'ai signé mon contrat, vous êtes content, là? On va passer à autre chose. Maintenant, je vais pouvoir me concentrer sur mon championnat. Exactement. Et c'est ça aussi que je pense, c'est que justement, cette prolongation de contrat de 2 saisons, c'est aussi en réaction à la menace que peut poser Red Bull et Max Verstappen. Par exemple, si 2022 devait être l'année de Red Bull, ben, au moins, exact. Hamilton pourrait être là pour jouer les troubles fêtes. Donc, je pense que c'est peut-être ça aussi la réaction. Et puis, évidemment, éviter toutes sortes, comme tu l'as dit, Marc-André, éviter toutes sortes de distractions concernant la prolongation de contrat et la course au titre dans laquelle il est grandement impliqué. Alors, au moins, c'est un gros poids qui vient de se libérer, en fait. Exact. Puis si je peux ajouter un petit dernier point, ouais. J'ai l'impression que en ce moment, il voit la tangente, il voit la manière dont la saison se déroule, et j'ai l'impression qu'il se dit, je vais avoir besoin de toute ma concentration pour battre Max Verstappen cette année, et je ne veux pas être dérangé par de moindres petits détails. Exactement. Et Anna-Maria, est-ce que tu veux ajouter un dernier point concernant Hamilton? Non. Parfait. Donc, on voudrait avoir votre opinion aussi sur et Marc-André vient d'échapper sa canette. Eh ben, ouais. Donc, je suppose qu'il a échappé sa canette en apprenant que le Grand Prix d'Australie a été malheureusement annulé encore une fois, ouais. Ouais, on s'attendait, je pense. Une triste nouvelle quand même. C'est une triste nouvelle, évidemment, en lien avec tous les problèmes logistiques et liés évidemment aux mesures sanitaires reliées à la COVID-19. Donc, le Grand Prix d'Australie qui devait avoir lieu au mois de novembre, 2 semaines après celui du Brésil. Et ça ne touche pas seulement la course de Formule 1, mais aussi l'épreuve de MotoGP qui a été annulée. Et évidemment, je pense que ce ne sera pas possible pour la ville de Melbourne d'accueillir la première course de la saison 2022 parce que je pense que c'est un peu trop tôt, mais aussi on ne sait pas quelle va être la tangente avec évidemment le variant Delta et probablement d'autres variants aussi reliés à la COVID-19. Donc, vous l'avez dit, c'est triste, mais c'était quelque chose qu'on s'attendait quand même. Exact. Ce qui est dommage aussi, c'est j'aurais aimé que le calendrier de la Formule 1 soit créé en pensant un peu aux pays qui étaient l'Australie était un pays avec beaucoup de restrictions durant toute la pandémie. Elle n'est pas terminée encore. Et j'aurais peut-être aimé ça que la Formule 1 prenne un pas de recul puis se dise, OK, ce pays-là, le Canada, l'Australie, certains autres pays sont plus forts sur les restrictions. Donc, peut-être qu'on va avoir des problèmes en lien avec ces pays-là. Pourquoi de pas donner un petit congé de 2 semaines entre certains grands prix comme le Canada et l'Australie? Ça aurait évité, bien sûr, beaucoup de drama, je crois. Beaucoup d'histoires parce que en ce moment la question en Australie c'est aussi la quarantaine qui était le même pour le Canada
si on avait prévu que, bon, certains pays auraient eu plus de misère à les accueillir avec un petit 2 semaines de différence, peut-être qu'on aurait pu avoir le Grand Prix du Canada et les Grands Prix d'Australie, alors que tu avais des pays comme en Europe qui sont, depuis le début de la pandémie, moins stricts sur les restrictions. On a un petit peu plus de laisser-aller, j'ai l'impression. Donc, tu sais, je pense que la Formule 1 a aussi des torts dans la façon dont ils ont prévu leur calendrier. Je pense pas qu'ils ont été prévoyants dans leur manière de faire. Je vais avoir l'avis d'Anna Maria, puis ensuite je vais donner le mien parce que je vais répondre un peu en lien à ce que tu as dit, Marc-André. Donc, Non, mais regarde, pour moi, je pense qu'il était correct. Et quand même, ils ont mis 23 courses, 22. 23, ouais. 23 courses, mais je pense que ces 23 courses, ils déjà prévoyaient au moins 3 annulations minimum parce que il était trop serré le calendrier. Il y avait beaucoup de courses. 23, je pense que c'est beaucoup. Pour moi, 20, c'est juste correct. Suffisant, ouais. Oui, suffisant. On peut faire 18, mais 20, c'est correct, mais 23, c'est beaucoup. On fait quoi? On arrive à Noël avec la Formule 1, c'est pas, on n'a pas le temps d'acheter des cadeaux, regarder la course en même temps. Moi, ça me va. Toi, pas d'enfants. Attends. En tout cas, mais je pense que dans ce cas-là, il y avait déjà au moins prévu que minimum 3 courses seraient annulées. Parce que le fait que le Canada, ils l'ont mis très proche de Azerbaïdjan, je pense qu'ils savaient déjà, mais ils ne pouvaient pas faire ça. Mais avec pas quarantaine, c'était trop serré. Trop serré parce que oui, ils peuvent envoyer les autos, les choses, mais le personnel, il faut pas juste changer de pays, il faut changer de fuseau horaire et c'est pas 3 heures. Mais que je pense que tout ça, il était déjà prévu que peut-être ils vont annuler quelques courses, mais maintenant la situation est qu'est-ce qu'ils vont faire. Je comprends qu'il y avait des contrats à respecter, mais il ne peut pas changer les choses sans avoir avant c'est lui le pays qui doit annuler en premier parce que si c'est la Formule 1, ça va lui coûter cher. Parce qu'il s'il dit non, je ne vais pas aller au Canada, mais regarde, c'est côté business, c'est pas bien pour eux parce que peut-être le promoteur il va se retourner, il va dire ah non, mais il faut que tu fasses le contrat, sinon il y a des pénalités, ils vont embarquer et tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder aussi. Mais la question Covid, c'est une bonne excuse aussi parce que à Melbourne, il y a beaucoup de restrictions, mais aussi les paddocks et tout ça, ils n'étaient pas prêts. Ils sont mis à refaire tout. Ils sont pas prêts. Ouais. Ils sont pas prêts, mais maintenant c'est très facile de dire ah non, mais à cause de la pandémie on va annuler, mais c'est une bonne excuse en même temps. Parce que dernièrement, si on fait le tennis, comment est-ce qu'ils ne peuvent pas faire la Formule 1? Ouais, mais ça c'est peut-être 2 poids 2 mesures évidemment. Peut-être parce que avec le tennis, ça prend je sais pas si ça prend un peu plus ou moins d'infrastructure parce que tout est déjà là. Le truc avec la Formule 1, c'est parce que ça doit amener des camions, le matériel pour les... Mais non, mais c'est la quarantaine aussi, parce que tous les personnels, ils peuvent rester là. Les camions, ça arrive à l'avance de toute façon. Tout ce qu'ils vont faire, c'est l'équipe, c'est le monde qui travaille dedans, parce que quand il arrive les choses ici, ils arrivent une semaine avant, ils n'arrivent pas avec le monde, il arrive avant, il y a des personnels ici qui vont monter, ils vont faire le travail, et avec les techniques, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait avec le public, pas masque, rien, parce que il y avait la quarantaine, il y avait des restrictions, tout ce qu'ils ont fait, c'est mis tous les joueurs en quarantaine, à faire des tests et tout, et après, ils peuvent jouer. Ouais. Mais c'est sûr que c'est doucement, mais en même temps, d'ici là, la F1, ça là qu'on est déjà tous à peu près vaccinés.
Bah, que ça devrait y aller parce que si ça allait pas après deux doses, je dis ok, on va s'amuser parce que il faut profiter. Qu'est-ce qui nous reste? Mais le truc, c'est que, et justement, pour revenir au point avec Marc-André, la Formule 1 est tellement entêtée à avoir ces 23 courses parce que, évidemment, oui, les courses ont lieu en Europe. Il y a eu 17 courses la saison dernière, majoritairement en Europe et aussi, au Bahreïn et à Abu Dhabi pour essayer de quitter un peu l'Europe, évidemment pour une question de météo en fin de saison. Mais je pense que c'est sûr que je trouve personnellement que c'est ridicule d'avoir de vouloir s'entêter à trouver un remplacement pour un Grand Prix annulé, mais c'est parce que avec les pertes de revenus, évidemment, il faut que tu payes les écuries, il faut que tu payes presque tout, donc tu as besoin de revenus autant provenant des contrats de télévision, de tes sponsors aussi. Donc il y a plein de trucs qui viennent avec une saison à 23 courses. Je sais que même à 22 peut-être, je sais pas s'il y a sûrement une différence financière, mais est-ce qu'elle est aussi grande qu'on pourrait le penser? Ça, c'est une chose. L'autre aussi, c'est que je sais pas, est-ce que, pour le Grand Prix d'Australie, il n'y a pas seulement les paddocks, c'est aussi le circuit au complet qui est en processus de rénovation, de circuits, de virages qui sont refaits aussi. Donc, l'annulation en tant que telle du Grand Prix d'Australie peut être une bonne chose pour qu'ils puissent finaliser les travaux et, par exemple, si jamais il doit avoir un délai à cause d'une vague, en fait, de COVID qui devait arriver, au moins, ils ont le temps de se préparer. C'est sûr que c'est triste pour nous parce que le Grand Prix d'Australie, c'est une belle course, malgré que ça manque d'action. Mais au moins, ils vont pouvoir se préparer pour 2022 à voir la nouvelle génération de voitures, justement, prête à attaquer le circuit. Mais sinon, je trouve que c'est dommage que Australie soit malheureusement évincée du calendrier, surtout parce que ça aurait rapporté peut-être beaucoup de téléspectateurs, surtout en Europe, étant donné que la course est à genre 7 heures du matin. Oui, c'est en Australie. Ouais. La course ici est à 1 heure du Ici, c'est matin. minuit. Ouais, minuit, Ici, 1 heure du matin. minuit, 1 heure du matin à peu près. Oui, donc, 7 heures le matin, ça aurait été bon. Mais malheureusement, ce sera pas le cas avec l'annulation. Mais justement, parlant de cela, évidemment, il y aura un remplacement, mais moi, je vous le dis tout de suite, oubliez l'Europe parce que la course a lieu le 21 novembre et il fait froid. Et il commence à faire froid dans les pays européens, tout comme ici d'ailleurs. Désolé Marc-André. Oubliez Canada, mais pas ici. Oublie. Il n'y aura pas de course avec des pneus hivernaux. Des pneus hivernaux? Non. Non, Mais je disais ça la blague. Red Bull est déjà essayé ça dans la glace ici, mais Avec ça c'est une bonne chose, mais non, pas de crampons. Hein. Red Bull il a essayé comme ça ici. Je ne sais pas si tu as vu les vidéos, mais il a déjà fait ça ici sur la neige. Ouais. On pourrait mettre des chaînes sur les voitures, je suis sûr que ça fonctionne. Ouais, c'est déjà fait, mais malheureusement... Surtout pour la vitesse, hein. C'est une utopie. Il faudra oublier le Canada, mais probablement il y en a qui parlent d'une deuxième course aux États-Unis. Évidemment, ce qui voudrait dire il va falloir refaire presque le calendrier, évidemment excluant Arabie Saoudite et Abu Dhabi. Peut-être qu'il y aura une deuxième. Ça va être... Et il y aura pas seulement. Et je pense personnellement que ce ne sera pas le seul Grand Prix qui va être annulé. Il
Non, parce qu'il y a Il y en a d'autres qui sont il y a sur une d'autres, sorte de raid. peut-être Japon, Ouais. ça bien aussi, Et parce qu'il y a beaucoup, mais ils sont, je dirais, ils sont prêts à faire les Jeux Olympiques, c'est sûr, contre tout. Ouais. Mais ils annulent des courses déjà des courses de MotoGP aussi, Ouais. MotoGP. Ils annulaient 6 autres de bougies ou quelque chose comme ça. Oui, exactement. Et ben d'ailleurs, la nouvelle est tombée aujourd'hui, mercredi, comme quoi les 6 heures de Fuji ont été annulées. Oui. Il y a 2 semaines, je crois, ils ont aussi annulé il y a 3 semaines, c'est ça. Ils ont annulé la course de MotoGP qui devait avoir lieu à Motegi. Donc, et en plus de cela, c'était des courses qui étaient à des dates rapprochées du Grand Prix du Japon qui a lieu le 10 octobre. La course de MotoGP a lieu le 3 octobre. Ouais. Les 24 heures, les 6 heures de Fuji ont lieu au fin septembre aussi. Alors, moi, je pense que le Grand Prix du Japon pourrait être le prochain parce Bah, que, ouais. je pense Ouais, que mais ça là que c'est le prochain. c'est le prochain. Donc, ne vous attendez pas ne vous attendez pas à ce que d'autres grands prix passent au coup près, hein, parce que on parle du Japon. Peut-être que le Brésil, si la situation Le sanitaire, Brésil, oui, je voulais parler de ça, le Brésil, parce que le Brésil, je pense que c'est Liberty qui va décider, parce que Brésil, ils viennent de faire la Copa Amérique, ils sont prêts à faire la Formule 1 aussi. ouais. Mais est-ce que ça va être à huis clos? Ça, c'est la différence, parce que la Copa C'est América ça. est à huis clos. Ben oui, la Copa América est à huis clos, mais ils pourraient dire la Formule 1 est à huis clos. C'est pour ça que je te dis, je pense que là, la décision, ça va être à Liberty et à la FIA de décider si sont capables d'y aller ou non. Aussi, il y a Messi que, oui, ils sont prêts à préparer la Formule 1, en plus avec public, mais je sais que la chose aussi, il va pas très bien. L'hôpital COVID était pas, il est encore là. Ouais. Ouais, Ils ils ont l'ont mis la date, prolongé. mais ils vont pas continuer, ils vont pas respecter la date. La date fixée, en fait. No, la verdad fixé por commencer a lever l'hôpital, il va pas très respecter, il s'est mis à mois de août parce que les choses ne vont pas bien, ils ont besoin de ça. Et c'est ça, c'est du place, je pense que à Mexique, il y a pas beaucoup de restrictions, ça ne dérange pas quarantaine, rien, mais c'est là que la FIA il doit jouer le rôle de, oui, ce que je vais quand même. Mais oui, après autant de restrictions, après autant dire il faut respecter et tout ça, est-ce qu'ils vont quand même aller dans des pays que je ne connais pas? On n'a aucune idée, c'est ça le truc. Donc, mais la C'est Formule 1 ça. doit réagir en fait à cela, à la situation, parce je vous rappelle, on est Il est très encore en pandémie. conséquent aussi, hein? Il est très conséquent parce que tu ne peux pas promotionner et dire oui, on respecte, on fait ça et aller dans un pays où il n'y a pas aucune restriction, même si les choses ne vont pas bien. C'est ça, le Brésil. En tout cas, pour le Brésil, je pense que c'est un jeu dangereux. En plus que le contrat n'est pas le contrat pour le Grand Prix n'est pas encore valide pour le moment là. Donc c'est quand même une situation un peu épineuse avec le Brésil. Marc-André, est-ce que tu vas ajouter un point sur le calendrier 2021 avant qu'on passe au dernier sujet? Ben, je pense qu'il va y avoir des changements prochainement. J'imagine qu'un Grand Prix comme le Japon, on le répète, mais il va probablement y passer. Ouais. Ce qui est malheureux aussi, c'est un autre beau circuit qui se retrouve dans un pays qui, les restrictions sont peut-être plus grandes, surtout en raison des Jeux Olympiques. Ils vont déjà acquérir beaucoup de gens. Ça fait beaucoup d'entrées dans le pays, donc on peut comprendre l'idée de refuser des événements comme la Formule 1, comme le MotoGP et tout ça. Ce sont des entrées de plus qui sont peut-être moins payantes, disons, que les Jeux Olympiques.
Puis en même temps, ben, ils doivent penser à la sécurité de leurs habitants. Donc, quand je regarde tout ça, il va y avoir d'autres changements. Est-ce que ça va être un deuxième circuit des Amériques? Peut-être Ben, même peut-être, mais il faut aussi le qu'il deuxième va. circuit à Bahreïn qui avait été très intéressant. À ma Oui. grande surprise, honnêtement, je m'attendais à rien. Même, je m'attendais à être déçu, même si je m'attendais à rien. Puis finalement, ça s'est bien passé. Ça a été un bon Grand Prix. Donc, peut-être que lui, il pourrait revenir encore aussi. Puis ça pourrait être une option intéressante. Ouais, exactement. Donc, naturellement, la Formule 1 va trouver un moyen de trouver un remplacement pour le Grand Prix d'Australie, évidemment, au cours des prochaines semaines. Ils vont l'annoncer, en fait, en temps et lieu quand ce sera le moment. On va passer finalement à notre dernier sujet, donc c'est sur le moteur F1 2025. Pardon, parce que c'était lors du Grand Prix d'Autriche, j'allais dire de Styrie, mais lors du Grand Prix d'Autriche, samedi, il y avait un meeting, il y avait une rencontre nécessaire, en fait, pour parler des réglementations moteurs pour 2025. Donc, ça impliquait, en fait, les constructeurs, donc c'est-à-dire Mercedes, Ferrari, Renault et Red Bull, étant donné que Honda va se retirer à la fin de la présente saison, mais aussi Porsche et Audi du groupe Volkswagen. Tout ça évidemment avec les patrons Jean Todt, Ross Brawn, le directeur sportif de la F1, et le PDG du groupe F1 Liberty Media, Stefano Domenicali. Évidemment, un des sujets concernant le moteur, c'est à savoir est-ce qu'on va prendre on va aller un peu plus vers l'électrique sans nécessairement être un moteur 100% électrique. On parle aussi probablement d'une piste hydrogène. Donc, je voudrais avoir votre réaction là-dessus, commencer par Anna Maria. Regarde, pour qu'est-ce que des moteurs électriques complètement, il peut même pas y aller parce qu'il y a une restriction à cause que la Formule E, il y a un contrat d'exclusivité de juste celui qui pour avoir des courses complètement électriques dans la FIA et que la F1 il peut pas rentrer complètement électrique, mais je pense que ça va rester juste hybride parce que ça peut pas changer beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Que tout ce qui est dans les marchés maintenant, c'est les électriques. Parce que oui, il y a les hybrides, mais c'est tellement compliqué que tous les motoristes ils ont abandonné à peu près la idée d'avoir des voitures hybrides et ils ont plutôt des électriques et ça c'est pas bon pour la Formule 1. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de développer une technologie que ça sert à rien. C'est pour ça que les nouvelles motoristes ils rampent pas. Même s'ils sont dans les meetings, ils vont plutôt vers l'électrique. Tu vois, McLaren, il a déjà signé pour aller en Formule électrique aussi. Ouais. Maintenant, c'est le seul qui est, entre guillemets, il reste dehors, c'est encore Ferrari. Mais il y avait une option aussi. Il y avait une option. Mais je pense qu'avec les moteurs, ça va rester comme ça plus longtemps. Parce que tant que tout le monde y arrive à trouver comme l'a fait Honda maintenant, que ça marche. Si tous les Renault aussi fait la même chose et que Ferrari réussissait, mais je pense qu'ils vont rester là à l'hybride électrique. Ça devient compliqué, ça devient dangereux aussi pour les pilotes, pour les gens qui travaillent dans l'auto. Tu vois comment ça s'enflamme quand il se passe un gros accident. On l'a vu déjà avec Grosjean, on l'a vu avant avec Nico Hülkenberg aussi, que l'auto il commençait à s'enflammer et je ne le vois même pas parce que les fous ils commencent il est même pas jaune, il se voit pas, mais je sais pas, mais je pense que ça va être un peu compliqué
comment est-ce que tu peux aller plus aller avec l'électrique, mais en restant hybride, je pense que ça devient trop compliqué et trop dangereux. Ouais, c'est vrai. Marc-André? Ben, premièrement, la Formule 1 ne peut pas reculer non plus. Donc, ils ne peuvent pas retourner à un moteur complètement à gaz parce que ce n'est plus l'heure du temps, ce n'est plus accepté dans la société. Ouais. Ça va causer de nombreux problèmes à la Formule 1 s'ils font ça. Parce que c'est un peu dans les discussions de revenir à un moteur, bon, oui, hybride, mais avec des composantes un peu plus à gaz pour favoriser le son, pour favoriser le spectacle et tout ça. Chose qui, je pense pas qu'il va arriver parce que je crois que la Formule 1 va viser d'avoir des moteurs hybrides avec plus de composantes électriques à partir de 2025 jusqu'en 2030. C'est un peu le plan. C'est d'avoir un plan de match sur 5 ans pour conserver les moteurs le plus longtemps possible pour que le travail fait par les motoristes ait un sens et ait une raison d'être. Mm-hmm. Donc, si on tient ça durant 5 ans, ça laisse le temps à la Formule 1 de se réajuster sur ce qui va être la norme dans la société. Parce que entre la décision, je sais pas quand elle va être prise, mais entre le moment où la décision va être prise et 2030, la société va avoir changé, il va y avoir de nouvelles normes. Donc, la Formule 1 va devoir se réajuster. Donc, je trouve que le petit 5 ans, il est intéressant parce que ça donne la chance aux motoristes, à la Formule 1 de se réajuster puis de trouver un terrain d'entente ensemble sur le futur de la Formule 1 qui ne sera pas à 100% électrique. C'est pratiquement impossible. Ouais. Mais en même temps, tu dis, bon, par exemple, en 2035, est-ce que des voitures hybrides vont être acceptées? Alors que ici même, au Canada, en 2035 et au Québec, on a mis une loi pour empêcher l'achat de voitures à gaz à partir de 2035. Oui, ça c'est vrai, c'est important. Est-ce que ça va être là-bas si ça c'était possible. Oui. Bon, maintenant, est-ce que ça va se matérialiser? Ça, on verra. Parce que c'est très compliqué. Mais quand même, on se dirige tranquillement vers une norme de 100% électrique. La Formule 1 ne pourra pas suivre ça. Et en même temps, je ne vois pas non plus la formule électrique prendre les devants uniquement parce que c'est électrique. Donc, c'est un grand mélange de plein d'énergies différentes qui... Mais il faut juste assumer, ok. La course, c'est la vitesse. Il peut aller aussi avec les combustibles plus écolo aussi. Oui. Ça veut pas dire que ça doit être électrique parce que c'est quoi l'électricité? L'électricité aussi, ça pollue. La fabrication de l'auto, même si c'est électrique, c'est les mêmes autos, c'est la même fabrique, la usine et tout. Puis, je crois que la Formule 1 peut prendre, par exemple, l'exemple sur l'industrie de l'aviation. L'aviation ne deviendra pas du jour au lendemain électrique. Donc, ils peuvent avoir ils peuvent avoir raison de conserver leur droit acquis d'avoir un peu de gaz dans leur voiture. Je pense que ça donne le spectacle. C'est ça qu'on veut voir quand même. Oui, ça pollue. Oui, c'est peut-être nocif pour certains, pour la terre et les transports et tout ça. Mais en même temps, quand tu regardes ça, l'aviation, c'est pas mieux. Et si je peux ajouter aussi, un des points qui est important aussi avec la nouvelle réglementation des moteurs, c'est parce que ils vont certainement enlever le MGU-H et rendre le MGU-K plus puissant avec évidemment des batteries beaucoup plus larges. Et en plus de ça, il y a aussi ces discussions pour utiliser des essences un peu plus des biocarburants. Et Norbert Hogg, qui était un des anciens patrons chez Mercedes, a dit que la Formule 1 a un retard d'à peu près une dizaine d'années avec les biocarburants. Et c'est peut-être pour ça aussi que le Porsche, par exemple,
est dans la discussion parce que eux, ils ont justement investi dans une usine en Chili pour la fabrication de biocarburants d'ici. Ils veulent sortir des volumes de biocarburants d'ici 2025. Et Porsche, en plus, s'est associé avec ExxonMobil pour amener des biocarburants en 2021, justement pour la super coupe Porsche qui sert de course de soutien à la Formule 1 et qui est d'ailleurs parrainée par Mobile 1. Donc, je pense aussi que c'est pour ça que ces discussions ont lieu et c'est pour ça aussi qu'on peut pas vraiment, qu'il faut oublier les histoires de son, de retourner avec des moteurs V10, V8, V12, encore pire les V12, parce que les constructeurs ne vont pas faire un retour en arrière juste pour le bien d'un spectacle. Il ne faut pas oublier que la Formule 1, ça a souvent été un terrain de l'innovation dans les voitures. Donc tu peux pas retourner en arrière juste pour le bien du spectacle. Et encore là, la Formule 1, parlant des biocarburants, doit faire en sorte de l'intégrer parce que sinon, ça va servir à quoi? Oui, ils vont utiliser beaucoup plus d'électricité, ce qui est bien, mais il faut quand même que tu aies un peu d'essence. Et si tu veux utiliser de l'essence, il faut que ce soit bio aussi. Donc, mais il faut faire attention aussi. Hein. C'est pas juste parce que c'est bio que c'est écolo que c'est le mieux. Parce que quand le monde commence à faire des biocarburants et que tout le monde commence à utiliser des biocarburants, ça veut dire que ça va nous coûter plus cher manger parce que il faut pas oublier que c'est la nourriture qui va là-dedans. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit, la question, c'est pas que ça soit bio, que ça soit électrique, c'est juste trouver un équilibre. Ouais. C'est juste trouver un équilibre et si on a déjà l'essence, on a déjà ça marche bien, il est filtré, et on empêche le CO2. Il faut juste, comme tu dis, il y a de la technologie et juste pour faire quelque chose pour que ça vaya mieux. Maintenant, les autos, ils polluent pas comme avant parce que c'est les carburants aussi est mieux, il n'y a pas de plomb, il n'y a pas quelque chose. C'est pour ça que je dis, il faut faire attention, c'est pas juste le carburant. Il y a déjà eu une crise aux États-Unis parce qu'ils utilisaient beaucoup de maïs pour faire des biocarburants et après, c'est les tortillas qui étaient chères parce qu'il n'y avait pas de maïs pour manger. C'est ça, il faut faire attention, c'est juste consommer et juste minimiser les consommes et trouver un équilibre. Ouais, exactement. Puis je vous interromps un peu parce que le Lightning de Tampa Bay vient de remporter la Coupe Stanley contre le Canadien de Montréal. Alors, ouais, c'est un moment qui vient de passer à l'histoire. Ben, je suis désolé aux fans du Canadien. Les gens seront tristes. Ouais, les gens seront tristes, mais au moins, même si le hockey est fini, ben il y a toujours la Formule 1 pour disons, réparer les pots cassés. Ouais. Sinon, Marc-André, est-ce que tu vas ajouter quelque chose concernant les... justement, je vais te poser la question, parce que on a vu... j'ai parlé de Porsche et Audi, mais c'est pas la première fois qu'on entend parler de ces noms dans l'entourage de la Formule 1. Là, ils sont là pour des discussions, mais il y a souvent eu des rumeurs comme quoi, bon, peut-être qu'on pourrait voir Porsche ou Audi devenir motoriste. Bon, Porsche l'a été au cours, des années 80. Audi, évidemment, est impliqué en endurance, est impliqué un peu actuellement en Formule E avant de se retirer. Est-ce que tu crois que l'arrivée de ces discussions pourraient en quelque sorte mener vers
une possible venue en Formule 1? On l'espère tous, mais ça m'étonnerait beaucoup. Parce que j'ai l'impression que c'est comme une maman qui va magasiner dans plusieurs magasins pour voir ce qu'elle peut acheter à ses enfants. Je crois que c'est Porsche et Audi va juste voir peut-être ce qui va être offert par la Formule 1, ce qui va être dit, pour pas être pris à court et se dire on aurait dû être là. Là, ils sont là, ils savent ce que la Formule 1 veut, ils savent qu'est-ce que les écuries en pensent. Et maintenant, ils peuvent prendre des décisions, ils peuvent en discuter avec leurs équipes. Ou du moins, ils savent ce qui va en être. Alors que s'ils n'étaient pas là, ce serait probablement mal vu, je crois. Puis en même temps, qu'est-ce qu'ils ont à perdre d'être là? Ils ne perdent rien. Ils gagnent rien, mais ils ne perdent rien. Donc, ils sont là. Puis si jamais ça arrive, tant mieux pour les fans de Formule 1. Mais j'ai le gros doute. Ouais. Et moi, j'ai comme l'impression aussi que, comme tu l'as dit, Marc-André tâte le terrain. Est-ce que c'est quelque chose qui vont prendre au sérieux une arrivée comme motoriste? Évidemment, on se le souhaite tous parce que Porsche, Audi, ce sont des grosses compagnies, mais peut-être que c'est ce qui peut arriver, c'est que Red Bull reste maintenant avec les moteurs Honda et il peut juste trouver une marque, dire à Audi ou à Porsche, regarde, j'ai tout vous et juste à mettre les noms dessus. Ouais, c'est exact, comme ils ont fait avec McLaren. Tag. Oui, Tag, exactement. Dans les années 80, Tag, c'était un moteur Porsche à l'intérieur. Mais c'est pas une participation. C'était une participation active, mais pas évidemment sponsorisée. C'était Tag qui sponsorisait le tout. Donc, mais en tant que tel, Porsche comme motoriste ou bien même peut-être comme écurie constructeur en Formule 1, évidemment, le groupe Volkswagen est assez grand. On parle de Porsche, il y a aussi Audi, donc peut-être Bentley aussi. Bon, je ne pense pas que Bentley pourrait venir, mais on sait jamais, hein. Mais Aston Martin est là. ouais, Aston Martin est là. Ça ferait du bien un peu de classe britannique, de classe Brit. Mais sous le groupe Volkswagen, I don't think so. Non. Parce que je pense que la bonne chose au moins, c'est que Red Bull, il reste avec Honda, mais même si c'est pas Honda, ça là que les moteurs pour l'année prochaine, ils continuent à être produits en Japon aussi, parce que c'est comme, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont mettre dessus comme nom, mais c'est la même chose, à peu près. Exactement. On va voir qu'est-ce qui va se passer parce qu'évidemment, ça, ce n'est que le début c'est évidemment le début des discussions. Peut-être qu'on pourra avoir des réponses. Est-ce que ce sera pour 2025 ou bien même pour 2026 parce que j'ai lu aussi, vite fait que on avait aussi proposé le report, de l'année d'évolution des moteurs, donc pour 2026 au lieu de 2025. Mais ça, évidemment, c'est à voir. Donc, je pense que on n'aura pas fini d'entendre parler des nouveaux moteurs pour 2025. Oh, il y a encore le temps, il y a encore le temps. Exactement. Alors, c'est ce qui va compléter cet épisode du Bulletin GP. Évidemment, je suppose que Marc-André est un peu triste parce que le Canadien a perdu en finale de la Coupe Stanley. Et probablement Lance Stroll et Romain Grosjean aussi qui se sont affichés publiquement comme étant pour soutenir le Canadien. Malheureusement, ils ont perdu. Ouais. Probablement que Romain Grosjean regarde ça en direct avec sa famille, mais bon, c'est pas grave. Donc, trêve de plaisanterie, c'est la fin de l'épisode. Donc, vous pouvez écouter notre podcast sur toutes vos plateformes préférées, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher et autres. Évidemment, on a notre site bulletingp.com où vous pouvez lire chroniques, texte d'avant-course, les tops et contre-performances. Et nous sommes évidemment sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram, où vous pouvez
continuer la discussion avec vous. Évidemment, il va avoir quelques références sportives aussi en lien avec la Formule 1. Comme c'est souvent le cas. Donc, c'est sur Facebook, Twitter et Instagram, @lebulletingp en un seul mot. Alors, Anna Maria, Marc-André, un énorme merci d'avoir été là. Merci à toi encore. Et et évidemment, bon, on souhaite aussi on est mercredi, je souhaite un joyeux anniversaire à notre collaborateur Jean-Sébastien Barbeau. Donc, si tu nous écoutes, joyeux anniversaire Jean-Sébastien encore une fois. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Bulletin GP dans la balado-diffusion. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. Et faites attention à vous, peu importe où vous êtes. Salut tout le monde! Salut à tous! Salut!